Petite présentation. Donc, les retraités et le marché de l'emploi va vous être présenté par M. Valiquette du service d'aide à l'emploi La Relance. M. Valiquette a 35 ans d'expérience en réadaptation professionnelle et en employabilité. Il a développé de nombreux programmes d'employabilité avec le secteur public et privé. Plusieurs de ces innovations ont reçu l'appui de ministères fédéraux et M. Valiquette a été invité à présenter de nouvelles stratégies lors de conférences nationales. Alors, sans plus tarder, je vous laisse entre bonnes mains. À vous la parole, M. Valiquette, et bonne conférence à tous. Bonjour, merci pour cette invitation de votre association. Il y a ma présentation qui va aller probablement sur un point de vue assez pratique avec l'expérience que j'ai eue dans le domaine de l'emploi et du marché. Donc, c'est quand même 37 années. Là, je vais partager mon écran. Parfait. Oui, merci. Bon, Demandez à tout le monde, je m'excuse, de tout vous assurer d'avoir bien fermé votre microphone afin que ce soit là, clair pour tout le monde maintenant. Très bien, allez-y. d'accord. Donc, une présentation de 30 minutes où est-ce que j'ai quand même à partager certaines informations avec les retraités. En fait, dans mes 37 dernières années, je dirais que le 25 des gens où est-ce que j'ai accompagné sur le côté marché de l'emploi, orientation professionnelle, étaient des gens de 50 ans et plus. On va commencer avec la relance, qui est mon organisation. Premier point, organisme à but non lucratif et la relance existe depuis 40 années. D'accord? On fait de la réinsertion et de la réadaptation professionnelle, dont les gens nous sont référés présentement par Service Québec. On a des contrats aussi avec plusieurs ministères. On fait aussi de la réadaptation professionnelle pour la CNESST et la SAC, dont Acte Santé de la route et Acte Santé du travail. Gratuité des services et programmes. Donc, c'est très, très clair que les gens que l'on va servir de votre association, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de frais. Donc, tel que mentionné tantôt, nous sommes financés à 90 par Service Québec et tous nos services sont bilingues. Donc, j'aimerais vraiment préciser que le 100 de nos programmes sont dans les deux langues. Critères pour nos services. Ils sont assez simples. Résident de l'Outaouais. Donc, on a un mandat provincial pour la relance de servir les gens de l'Outaouais. Le programme que l'on va discuter aujourd'hui, c'est pour les gens âgés de plus que 50 ans, qu'on appelle travailleurs expérimentés. On n'appelle plus maintenant les gens des aînés, hein? On appelle ça travailleurs expérimentés. C'est ce que j'ai appris durant le colloque de la FADOC. Et désireux d'exploiter le marché de l'emploi. Donc, c'est quelque chose que je vais élaborer tantôt. On veut des gens qui sont vraiment intéressés à savoir ce qui existe sur le côté Outaouais en fait d'emploi. Et je dois juste ajouter qu'on a plusieurs participants qui viennent du Pontiac et de la Petite Nation, qui est vraiment l'Outaouais. Quelques statistiques, je ne vais pas dépenser beaucoup de temps sur le côté statistique, mais 55 des 55 à 80 ans désirent un emploi à temps partiel. Et je vais confirmer ça. Je vais le confirmer parce que dans le salon de la FADOC, dans le week-end passé, j'ai eu à parler à une centaine de personnes minimum. Et les gens qui sont dans cette brochette de 55 à 80 ans désirent un emploi à temps partiel. Qu'est-ce qu'un emploi à temps partiel? Ça, c'est un peu plus intéressant pour vos membres, je pense. On peut parler d'un nombre d'heures par semaine. Et normalement, lorsqu'on parle de temps partiel dans le marché de l'emploi, on parle entre 15 et 25 heures, qui est normalement un genre de définition. On a aussi la possibilité de travail occasionnel. Donc, il n'y a pas d'engagement pour un nombre d'heures, mais la personne peut être disponible pour un emploi.
peut-être 5 heures ce mois-ci, puis l'autre mois peut être 25 heures. On parle aussi, puis j'ai quand même trouvé ça intéressant, que plusieurs de vos membres étaient intéressés par des contrats. Donc, un contrat à temps plein, mettons 40 heures semaine, mais pour une période définie, mettons 2 mois. Là, je parle de vos membres qui étaient EX, PM, Project Manager, exécutif, qui étaient intéressés par le côté contrat. Donc, 2 mois, 3 mois, on fait un contrat, on fait une recherche, on fait un genre de projet, mais limité dans le temps. On parle aussi de retraités qui veulent le travail saisonnier, hein? Il y en a qui ne désirent pas travailler l'hiver, qui voyagent beaucoup, mais qui sont intéressés à travailler, mettons, du mois de mai jusqu'au mois de octobre-novembre. Donc, le temps partiel n'a pas une définition absolue. Là, j'ai partagé avec vous les genres de temps partiel qui existent. Et ces désirs de temps partiel existent aussi pour les employeurs. Ce qui veut dire qu'il y a certains employeurs qui n'ont pas peut-être les fonds ou les ressources financières pour avoir quelqu'un à temps plein ou permanent. Donc, les travailleurs expérimentés peuvent vraiment exploiter ce marché de l'emploi qui existe présentement pour le travail à temps partiel, soit occasionnel, saisonnier, par contrat. J'ai quand même trouvé ça intéressant que le colloque de la FADOC, qui était le week-end passé, confirme un peu le fameux 55 %. Institut de la statistique du Québec pour les heures de travail. Ça m'a peut-être un peu surpris, là. Dans le groupe de 55 à 59 ans, la moyenne des gens travaille 36,8 heures. Là, lorsqu'on tombe dans la catégorie 60-64, ça tombe à 34 heures. Et on a le groupe 65 ans et plus qui est maintenant à 29 heures. Donc, on part de 36,8 à 29,4 selon le groupe d'âge. J'ai quand même trouvé ça intéressant parce que ça reflète un peu ce que j'ai vu aussi dans mes années d'expérience. En fait, de salaire, le groupe 60-64 ans, les hommes, encore moyenne, gagnent 1080 $ par semaine. Les femmes, 805. Le groupe maintenant de 65 ans et plus, pour les hommes qui travaillent normalement, j'imagine, à temps partiel, 855. Les femmes, 635. Ne me demandez pas d'explication, c'est juste quelque chose qui me rend curieux que les femmes dans le même groupe d'âge que les hommes gagnent d'une façon significative beaucoup moins. Puis je trouve ça un petit peu fascinant. Il y a les statistiques qui ne donnent pas d'explication, mais j'avoue que ça m'a rendu curieux un peu. Je vais juste partager ce genre d'informations-là avec vous. Bon, si on parle maintenant de motivation pour le retour comme au travail. Il y a évidemment les finances. Je pense qu'il y a une différence, puis je pense qu'il faut être honnête puis transparent, qu'il y a une différence entre un EX3 qui prend une retraite et quelqu'un qui était CR3, en fait, de potentiel de retraite puis de confort financier. Dans la conférence, j'ai vu au moins 4 personnes qui étaient des anciens CR et qui voulaient retourner sur le marché de l'emploi à cause de la situation économique présentement, l'inflation, puis la récession, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de craintes et ces gens-là retournaient sur le marché non par un choix comme tel, mais étaient motivés vraiment par le côté financier. On parle aussi de motivation financière pour le but de la personne. Donc, il y a des gens qui étaient intéressés par augmenter le nombre de voyages ou la durée de voyage, comme j'ai vu d'autres gens qui étaient plus inquiets sur leur mode de vie avec la retraite. Donc, c'était plus vraiment des choix, il était locataire, puis
bon, je pense qu'on connaît toute l'histoire, je ne vais pas répéter ça, mais je pense que le prix de certains loyers où est-ce que les gens ne sont pas propriétaires avait une motivation pour ces gens-là. On parle aussi de finances entre quelqu'un qui désire un emploi à temps partiel pour avoir plus de divertissement versus quelqu'un qui a, mettons, un besoin urgent financier pour réparer la maison ou avoir certains investissements à faire. Donc, est-ce que le côté financier est important? Oui, pour certaines personnes, évidemment. Ou est-ce que les retraites sont moins élevées que la personne qui était PM5 ou EX3? Euh, Désir de productivité. Ça me fascine parce que moi, je travaille dans ce domaine-là depuis 37 ans. Puis, j'ai senti dans mes 37 années que le désir d'être productif était une des motivations les plus importantes pour les gens pour le retour au travail. Soit les travailleurs expérimentés, puis même les gens qui sont plus jeunes. Donc, les gens aiment être productifs, désirent voir à la fin de la semaine quelque chose qu'ils ont produit, qu'ils ont accompli. Puis je trouve ça fascinant parce que je vais en parler tantôt, que le désir de productivité peut devenir un genre de problème, d'anxiété concernant le côté productivité. Euh, Moi, j'ai travaillé dans le centre-ville d'Ottawa pendant 28 ans. Puis c'est toujours fascinant pour moi de voir les gars de la construction qui finissent leur journée de travail. Ils ont l'air de très bonne humeur, comme en passant. Ils ont l'air contents. Ils ont fini comme un étage ou ils ont fini une fondation. Puis il y a beaucoup de fierté de gens qui se sentent camarades. Donc, je pense que ce désir de productivité devient important, spécialement pour quelqu'un qui est à la retraite pour une période de temps où est-ce qu'il n'y a plus de différence entre les journées. Les journées sont toujours les mêmes. Et ce n'est pas nécessairement négatif, là. OK? Mais où est-ce qu'on va prendre comme un café avec des amis, après ça, on va prendre une marche, après ça, on va sur Netflix. C'est correct. C'est totalement correct. Mais le désir d'être productif est un élément que j'ai trouvé très motivateur pour les gens avec qui que moi j'ai fait affaire. Bon, solitude, santé mentale, on en parle beaucoup, pas seulement pour les travailleurs expérimentés, mais pour quasiment tous les groupes d'âge maintenant, que ce soit pour les adolescents ou les enfants ou les parents. Euh, je, je dirais que la santé mentale, c'est quelque chose qui est insidieux, qui apparaît graduellement, qu'on ne voit pas venir toujours. Ou est-ce qu'on a maintenant comme une personne qui a moins d'activité, une personne qui devient beaucoup moins sociable et qui s'habitue à ne pas être sociable. Ça, c'est quelque chose que l'on observe à la relance. La personne devient juste, normalement, ne pas avoir de contact social devient quelque chose de, mettons, normal et qui amène certains problèmes d'énergie, communication et évidemment anxiété. Mais je ne veux pas dépenser beaucoup de temps sur sur la santé mentale parce que je pense qu'on en parle beaucoup, puis il y a des reportages. Et moi, ça me prend 5 minutes lorsque je rencontre quelqu'un de nouveau à la relance pour le sentir. Puis ça devient assez évident que la solitude et la santé mentale deviennent vraiment comme des enjeux. Donc, on ne parle plus de problèmes d'aptitude, de compétences transférables, mais de changer un peu le mode de vie de la personne pour justement la faire venir à la relance, puis commencer à faire comme des consultations. J'ai travaillé beaucoup avec les compagnies d'assurance. Euh, J'étais pour mentionner Canada Vie, là, mais je ne sais pas si c'est le meilleur exemple qu'on a mentionné, mais c'est vrai que j'ai fait affaire avec Canada Vie. Je suis sûr que vous faites affaire avec eux aussi, là, avec Sun Life, avec toutes les grosses compagnies d'assurance comme Beneva aussi. Puis, à un certain moment donné, le problème de santé mentale devient le problème numéro un pour le retour comme au travail, où est-ce que j'ai eu des cas qui sont vraiment
peut-être pas extrême, mais quand même assez sévère, où est-ce que j'avais des gens avec des ergothérapeutes qui les aidaient, où est-ce que les gens ne se lavaient même plus. Ils prenaient une douche par mois, étaient dans leur sol. Il faut faire attention, je pense. Côté santé mentale, je pense qu'on est responsable de notre santé mentale, puis il faut prendre certaines actions. Vie sociale, collègues, clients. C'est sûr qu'en tant que travailleur à temps plein moi-même, j'ai vraiment une vie sociale avec mes collègues. On va prendre comme un café ensemble, c'est qu'on va dîner ensemble. C'est que les sujets ne sont pas toujours sur le côté travail. Ça peut être sport, les arts, tout ça. Puis il y avait une personne durant le week-end qui était un ancien fonctionnaire fédéral qui me disait que pour lui, 80% de sa vie sociale était durant les heures de travail. 80%, c'est quand même beaucoup. Donc, j'imagine qu'il y avait des amis le soir ou de la famille, mais la vie sociale devient excessivement importante. Donc, motivation pour le retour comme au travail, des travailleurs expérimentés, oui, la vie sociale. Ça, je l'ai vu et je l'ai vécu avec plusieurs personnes. Bon, des défis. On parle beaucoup de stress, mais le stress peut être positif aussi lorsqu'on a comme un défi, comme Liane qui doit figurer comment faire certaines choses aujourd'hui avec l'informatique, avec ton cloud, tout ça. Bonne chance. Je pense que les défis, ça fait partie quand même de quelque chose qui nous motive. Je pense que le stress peut être quelque chose de très positif. Moi, j'aime beaucoup le côté défi, stress, de faire des choses nouvelles. Je pense que les défis amènent aussi à travailler sur nos compétences transférables. On a fait un certain travail, mais maintenant, on veut faire un autre type de travail. Donc, ça demande quand même un certain défi de s'adapter peut-être à un autre type d'employeur. Je pense que les défis, ça devient assez important pour que le travailleur, d'une façon cognitive, puisse stimuler. Parce que je pense qu'on a besoin de genre de stimulation cognitive qu'on appelle peut-être défi pour justement se pousser un peu, peut-être comme apprendre d'autres fonctions informatiques ou apprendre un autre type de travail. Je l'ai mis à la fin. Désir de fournir de l'aide. J'aurais peut-être dû le mettre comme premier. Les êtres humains aiment donner et recevoir de l'aide. Et c'est une des fonctions, je pense, qui est une des plus importantes pour le côté santé mentale puis santé physique, ça. C'est que les gens, comme motivation, désirent aider des collègues, désirent aider des clients, désirent travailler dans le communautaire, mais aussi désirent recevoir de l'aide lorsqu'ils ont certaines difficultés. Euh, on parle de mentorat aussi, hein? Où est-ce que les travailleurs expérimentés peuvent devenir d'excellents mentorats pour les plus jeunes, hein, pour améliorer certaines productions. Mais là, on va dans un domaine qui est, je dirais, un peu plus sensible, le côté mentorat, qui est un désir de fournir de l'aide. Où est-ce que le travailleur expérimenté qui veut fournir de l'aide ou du mentorat doit être prudent? Parce que ça peut causer des gros problèmes. Exemple, je rentre avec un groupe de 10 personnes, puis je leur dis, je vais vous montrer comment travailler, parce que moi, je le sais. Là, on va aller dans l'âgisme un peu. Puis les gens ne seront pas très, très contents d'avoir, j'appelle ça mon oncle qui arrive, qui va leur dire comment travailler. Okay? Moi, je crois plus sur le côté jumelage, avoir un travailleur expérimenté avec peut-être une personne plus jeune qui peuvent s'échanger certaines connaissances, certaines compétences. J'ai eu une expérience avec la fonction publique. L'équipe était à peu près 15 personnes. Moyenne d'âge 30-35 peut-être, pas plus que ça. Et la directrice me présentait comme un sauveur. C'était pas la bonne chose à faire du tout.
ça a comme invalidé les jeunes, ça les a comme abaissés pour dire, ben Denis va vous montrer comment travailler. Donc, le désir de fournir de l'aide a quand même un aspect quand même, je dirais, pas nécessairement dangereux, mais qu'il faut faire attention de comment offrir l'aide, puis comment accepter de l'aide. OK? Donc, ça, c'est des sources de motivation qu'il faut vraiment garder à l'esprit lorsque nous, on rencontre vos membres. Parce qu'on va avoir plusieurs membres cette semaine de votre association qui nous ont vus durant le colloque. D'accord? Si on parlait maintenant des craintes, elles existent. Je dirais que les craintes, comme premier commentaire, sont proportionnelles à la durée de la personne qui est retraitée. Donc, quelqu'un qui est à la retraite depuis, mettons, 2 ans va avoir beaucoup moins de crainte de retourner sur le marché de l'emploi que celui, ça fait, mettons, 10 ans, 15 ans. Ça, c'est vraiment évident. Donc, la personne, ça fait juste 2 ans, va se sentir un peu plus confortable pour considérer comme un retour comme au travail, comparé à celui qui, mettons, 10, 15 ans et qui établit un autre rythme de vie. Quelles sont les craintes les plus populaires? Ça ne vient pas d'un livre. Ça vient de moi, là, de travailler avec des 50 ans et plus. Environnement de travail, l'anxiété. Bon, soyons clairs. Je veux que ça soit très, très clair. L'anxiété est une émotion normale. Il n'y a rien de pathologique d'avoir une certaine anxiété. L'anxiété va nous faire réagir, va créer un peu d'adrénaline. Mais lorsqu'on est dans une anxiété extrême ou bien pathologique, où est-ce qu'on a vraiment peur de faire un pas en avant ou de faire une demande d'emploi ou même de ne pas dormir 3 jours de suite parce qu'on a une entrevue, mais là, on parle que l'anxiété devient quelque chose de un peu plus difficile euh, comme à gérer. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle d'environnement, on parle de nouveauté. On rentre dans un nouveau environnement de travail. Là, je vais faire une petite notification. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui étaient fonctionnaires, puis j'en ai rencontré depuis 25 ans, des fonctionnaires, soit dans un domaine fédéral ou provincial ou municipal, ne désirent pas retourner dans le même domaine professionnel. C'était 20 ans comme en informatique ou 20 ans quelque chose de très technique, il y a ces gens-là qui désirent faire autre chose. Ça, je pourrais vous dire, c'est à peu près 70% de vos retraités ne veulent pas faire le même type de travail, qui cause évidemment un genre d'anxiété pour un nouveau environnement, pour des nouvelles tâches, pour une courbe d'apprentissage. Là, l'anxiété monte, là. La fameuse courbe d'apprentissage dans un autre domaine. So, je dirais que l'anxiété est probablement un des facteurs qui est le plus difficile comme à gérer. D'accord? Les craintes, l'informatique. Bon, la majorité des fonctionnaires, à ma connaissance, sont assez à l'aise sur le côté informatique. Peuvent quand même être très fonctionnels. Mais moi, j'ai travaillé 4 mois dans la fonction publique fédérale, puis on a changé 3 fois de système informatique. Donc, ça allait pas mal vite. Je trouvais que ça allait vite un peu là. Donc, oui, l'informatique peut être une source de crainte, moins pour les fonctionnaires que d'autres domaines professionnels. La peur de production inadéquate. Là, on parle de quelque chose de solide. Ça veut dire que les gens qui considèrent un genre de retour au travail, peut-être dans le même domaine, peut-être dans un autre domaine, ont peur de ne pas être à la hauteur. Ont peur de ne pas produire de la façon que les superviseurs s'attendent. Et cette peur-là, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, important parce qu'on doit travailler avec ce type d'intervention-là. Donc,
oui, je veux faire ça, mais est-ce que je vais être assez bon pour le faire, assez productif, assez à l'aise pour le faire? Donc, c'est une des craintes que je dirais qui est très difficile jusqu'à temps que la personne aille faire le travail puis se prouve elle-même. Écoutez, la santé. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont quand même une certaine peur de ne pas performer, de ne pas être productif à cause de la santé. Moi, je, moi, j'aime bien ça tourner à l'envers. Il y a des gens de 20 puis 30 ans qui ne sont pas en super santé aussi. Donc, la santé, ça ne veut pas dire l'âge. Il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui manquent d'énergie, qui manquent d'impulsion, si on veut. Donc, la santé peut être une crainte. La santé peut être quand même gérée si on va vers un type d'emploi quand même qui est approprié. D'accord? Euh, je vais parler du mot approprié, parce que santé puis approprié, pour moi, c'est quand même intéressant. À la relance, chez nous, là. L'idée, c'est pas de trouver comme un emploi le plus rapidement possible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un emploi convenable. Donc, c'est un emploi où est-ce que la personne va maintenir et va réussir. Donc, si on parle de santé, puis que la personne a des traitements réguliers, ben, peut-être qu'on devrait commencer par un emploi à temps partiel, mettons 15 heures, puis voir s'il y a d'autres développements sur le côté santé. Donc, j'essaie juste de vous dire que la santé n'est pas une barrière absolue. Elle peut être accommodée. D'accord? Euh, les gens peuvent avoir une crainte sur le côté recherche d'emploi. C'est sûr que depuis la pandémie, le monde a changé sur le côté employabilité. On parle maintenant de intelligence artificielle, pardon, où est-ce que présentement, il y a certains gros employeurs qui vont voir votre CV à travers comme un ordinateur qui va chercher les mots-clés. On est déjà rendu là, c'est sûr. Donc, le côté recherche d'emploi chez nous est quand même important parce que on va accompagner hein, la personne pour les techniques de recherche d'emploi traditionnelles et qui fonctionnent toujours, et les nouvelles techniques de recherche d'emploi qui sont plus informatisées et qui sont automatisées. Donc, ici, les gens ont une crainte, mais rapidement, à la relance, on va vraiment aider la personne avec le nouveau marché de l'emploi et la façon de pénétrer le marché de l'emploi. Donc, non, c'est pas, on n'est plus dans les années 80, on est dans les 2023. Oui, les techniques changent. On va parler d'entrevue tantôt, mais il y a des craintes de dire, ben oui, j'aimerais, mais je ne connais pas comment trouver comme un emploi. Donc, il y a quand même possibilité chez nous de vous mettre à jour sur les techniques de recherche d'emploi. Là, il va falloir que j'accélère un peu. Là. Bon, attends. Euh, les employeurs désirent de la production, apprécient les mentors lorsque c'est bien fait. Les employeurs apprécient les travailleurs expérimentés pardon, pour le système débrouillard. Plusieurs employeurs m'ont dit que les travailleurs aînés sont un peu plus débrouillards que la jeune génération. Est-ce que c'est objectif ou bien subjectif? Moi, je l'ai vu aussi. Et le syndrome du lundi, normalement que les travailleurs expérimentés viennent travailler le lundi matin. Là, je ne fais pas d'autres commentaires là-dessus. Je pense que vous pouvez conclure que le lundi matin est un moment où est-ce que les gens deviennent absents. Et pour les employeurs, travailleurs expérimentés sont quand même très ponctuels. Bon, je pense que c'est la diapo la plus importante. Comment que vous pouvez accéder à la relance et de la façon que l'on travaille. Première étape, une évaluation qui dure 45 minutes à 1 heure.
Où est-ce qu'on veut connaître notre participant? On veut savoir votre background professionnel, votre profil professionnel, vos compétences et quels sont vos objectifs. C'est-tu du temps partiel, temps plein dans le même domaine depuis 30 ans ou bien dans un autre domaine? Donc, c'est une évaluation qui dure à peu près 1 heure. On fait de l'exploration de carrière avec vous. Donc, s'il y a certains domaines qui seraient intéressants, mais que vous n'êtes pas sûr, on peut explorer le marché. On peut contacter certains employeurs. On a un programme qu'on appelle Stratégie, hein? Où est-ce qu'on refait le CV, où est-ce qu'on regarde les techniques de recherche d'emploi et le côté entrevue, surtout. On a un club de recherche d'emploi qui dure 3 semaines, où est-ce que les gens viennent comme à chaque jour. C'est un investissement, mais ça nous permet d'être un peu plus intensif avec les participants. Et tous nos programmes doivent être flexibles. Par flexible, je veux dire, il y a quand même une certaine différence entre un travailleur de 50 ans qui est handicapé de celui qui n'est pas handicapé. Ou le travailleur de 50 ans qui a eu, mettons, accident de travail ou bien accident de la route. Donc, il faut adapter nos programmes selon la personne que l'on va rencontrer. Mais là, c'est vraiment, si on veut, la base. D'accord? Si on veut, comme la structure de base. Euh, je vais garder celle-là parce que ça fait déjà 30 minutes. J'aime bien être ponctuel. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez me demander? Peut-être ouvrir votre microphone pour me les demander. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation, sur le futur, si vous considérez vraiment le côté emploi? Parce que j'ai d'autres choses comme à partager avec vous. Madame Dussault, est-ce que vous voyez puis les mains levées ou quelque chose comme ça, là? Non? Il y a votre micro mais qui est fermé. OK, excusez-moi. Non, je ne vois pas. Il y a eu des échanges d'informations sur des références pour le Bas-Saint-Laurent, Ah, service accès, mais je ne vois pas de questions. Mais si les gens me veulent ouvrir leur caméra et poser la question, s'ils en ont une, ils sont la bienvenue. sinon, je vais quand même poursuivre parce que j'aurais d'autres informations qui seraient intéressantes pour le groupe. Oui, non, c'était plus des Euh, échanges Ah, d'informations. non, non, il y a on a une monsieur. personne qui a posé une question. Monsieur Jean-Marc Emery, vous pouvez ouvrir votre micro. Parfait, merci beaucoup. Alors oui, Jean-Marc Emery, je suis récemment à la retraite, puis là, je vais avoir un contrat parce que je fais exactement ce que vous avez décrit jusqu'à maintenant. J'ai besoin de me replonger. La diapo précédente, où il y a 2 diapos, vous avez rapidement passé sur ce que les employeurs cherchent. Oui. Puis vous avez Non. mentionné, bon, nous, on sera là le lundi matin, peut-être. Euh, Euh, sur le système D, je vous ai juste dit on est plus débrouillard que je ne sais pas qui, mais concrètement, les employeurs le mesurent comment que je serais plus débrouillard que je ne sais pas qui, qu'un employé actuel ou qu'un concurrent plus jeune. Ce bout-là m'a échappé, si vous pouviez peut-être clarifier ça. Oui. Système D veut dire débrouillard, c'est ça. C'est comme une personne qui va chercher pour une solution avant d'aller voir comme le superviseur ou d'arrêter simplement. Je- Le système D existe chez les jeunes. Moi, j'ai eu certains travailleurs dans la trentaine qui étaient très, très débrouillards. Mais qu'est-ce que les employeurs m'ont partagé dans les 27 dernières années? C'est que les gens un peu plus âgés, maintenant qu'on dit travailleurs expérimentés, il faut faire attention parce qu'on ne parle plus de aînés, hein? Euh, c'est que ces gens-là, normalement, vont quand même chercher un peu plus longtemps. Ils vont essayer de vraiment trouver un genre comme de solution, soit rapide ou à court terme, pour que ça fonctionne. Donc, c'est la meilleure réponse que j'aimerais vous partager. C'est les employeurs m'ont parlé que les travailleurs expérimentés semblent avoir plus de sens de la débrouillardise. Est-ce qu'on peut mesurer ça? Non. Non, je pense pas. Mais les employeurs en sont conscients, c'est tout. Donc,
je déteste le côté généralité, mais il semble que les employeurs font une certaine différence entre le travailleur expérimenté et le jeune travailleur dans la vingtaine-trentaine. C'est la Alors, meilleure. il nous reste 10 minutes. Monsieur Leduc, vous aviez la main levée. Oui, merci. Oui. C'est ça, j'aimerais savoir si au niveau de la prochaine acétate, vous avez parlé de la face cachée là, du marché du travail. Est-ce que vous avez de l'information que vous pouvez partager à ce niveau-là, soit pendant la session aujourd'hui ou de la documentation qui peut être fournie sur un site qu'on peut aller voir? Le site, c'est moi. OK. OK. Je vais juste en parler brièvement parce que j'aimerais quand même donner la chance à d'autres personnes Mhm. de demander des questions. Le marché de l'emploi, brièvement, hein, il y en a deux. Il y a le Mhm. marché ouvert. Le marché ouvert est très, très simple. C'est Indeed, c'est Emploi Mhm. Québec. Savez-vous que ça représente seulement 20 des emplois disponibles? Mhm. Il y a 80 des emplois qui sont ce qu'on appelle le marché caché. Le marché caché de l'emploi, c'est l'employeur qui vient d'apprendre que Paul, il va déménager ou que Henri désire prendre sa retraite dans 2 mois. Là, il commence à penser dans sa tête, OK, là, je dois commencer à me préparer à son départ. Ça peut être la personne qui va aller dans un congé de grossesse ou dans toute situation où est-ce que l'employeur est conscient. Puis là, il vient d'apprendre ça. Puis là, il y a Daniel Leduc qui l'appelle le lendemain, par hasard, et qui lui Mhm. dit que tu es disponible pour faire comme un certain travail. Là, tu mets l'employeur super heureux parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sur le site, d'afficher puis de recevoir 200 CV. Donc, le marché caché est très apprécié par les employeurs si vous êtes qualifié, évidemment, pour le type d'emploi, c'est sûr. Moi, je travaille 90 de mon temps sur le marché caché, puis je dépense un 10 de mon temps sur le marché ouvert. Je vais vous partager seulement une expérience qui est très récente. J'avais une personne qui vient du Maroc, chirurgien dentiste, mais la personne ne peut pas pratiquer parce que ça prend des tests d'équivalence qui va prendre à peu près 3 ans, de 2 à 3 ans. Et je lui ai demandé quel travail c'est un peu similaire. Il dit, ben, j'aimerais travailler dans les prothèses dentaires, d'accord? Donc, j'ai été dans ma voiture, je suis allé voir une firme qui était à Gatineau, d'accord? Puis le propriétaire était là. Puis le propriétaire était très content de me voir. Mais écoute, le monsieur connaît le côté hypothèse dentaire. Il l'a vu le lendemain, en passant. Et le monsieur travaille présentement comme superviseur pour l'hypothèse dentaire pour cette compagnie-là, jusqu'à temps qu'il complète le côté équivalence, d'accord? Donc, le poste n'était pas affiché, là. C'est juste que le monsieur voulait avoir quelqu'un d'expérimenté, mais il n'avait pas figuré exactement quel type de personne. Moi, j'ai amené la solution. Puis, il y a mon travail qui a eu un poste permanent. Je pourrais vous en compter pour 2 heures, parce que moi, je travaille beaucoup dans le marché caché. Et lorsque j'ai été embauché dans le fonctionnariat, j'ai contacté quelqu'un qui connaissait quelqu'un, puis j'ai eu le poste occasionnel dans une entrevue de 20 minutes. C'est tout. Donc, le marché caché existe. Oui, le marché ouvert vous donne un aperçu des types d'emplois, mais le marché ouvert veut dire beaucoup de compétition. Donc, vous envoyez votre CV avec 250 autres compétiteurs. Le marché caché, il n'y a pas de compétition. Vous arrivez avant le marché ouvert. Et ça devient intéressant. Je vais prendre une autre question, s'il y en a une autre. Il y a une question dans le chat ici de M. Emery. Que pensez-vous des agences de placement des chercheurs de tête? Euh, Bonne question. J'aime pas critiquer, mettons, comme les compétiteurs, parce qu'on n'est pas directement compétiteurs, mais je pense qu'il y a différents niveaux de qualité dans ces agences-là. Il y a les chasseurs de tête, les headhunters, là, qui semblent réussir très bien parce qu'ils vont appeler plusieurs compagnies pour justement trouver comme un emploi spécifique.
pour le participant. C'est sûr qu'il y a des frais. Hein? Je pense que de ce côté-là, c'est assez clair. Là. Il y a des frais pour avoir comme un chasseur de tête, là. Mais dans un autre sens, j'en ai connu qui étaient très, très efficaces aussi. Donc, dépendant de vos ressources financières, est-ce que vous désirez aller dans cette direction-là? C'est un choix. Mais la relance, il n'y a pas de frais ici, là. Donc, j'essaie juste de vous donner quand même une autre perspective. D'accord? D'accord. Maintenant, une autre question. Quelle est la meilleure stratégie pour avoir accès au marché caché? Venez à la relance. Euh, je- C'est une blague, là. Non, je pense pas. Je dirais que le marché caché, comment, comment dire ça? Le marché caché, c'est une stratégie, là. Hein? La façon d'appeler quelqu'un qui est un employeur, c'est pas de dire as-tu un emploi disponible? C'est pas comme ça marche dans le marché caché. C'est beaucoup plus subtil. Il y a quand même une stratégie. Exemple, je suis disponible et je pense que je pourrais aider votre entreprise comme ingénieur. Ça serait une approche pour le marché caché. Le marché caché, c'est que il n'y a pas de pression sur l'employeur, il n'y a pas de pression sur vous, là. Hein? Ça, c'est qu'on s'entend. Donc, vous appelez l'employeur et vous lui dites simplement que vous êtes disponible pour travailler comme, je sais pas moi, ingénieur et que vous pensez avoir comme un potentiel pour aider l'entreprise. Est-ce que ce serait possible de vous voir, soit lundi ou mercredi? Je n'ai pas dit oui ou non, là. Je dis soit lundi, soit mercredi. Donc, je lui donne un choix entre deux journées. Et crois-moi, c'est que les employeurs apprécient ce genre d'approche-là parce que si vous lui demandez directement, as-tu un emploi, vous mettez l'employeur dans le coin, là. Vous mettez beaucoup de pression pour l'employeur qui ne vous connaît pas de dire si oui ou non il a un emploi disponible versus le rencontrer, avoir une conversation. Une conversation, c'est important avec lui pour voir s'il y a un potentiel. Vous ne pouvez pas faire cette approche-là, aller à Toronto, à la RBC, pour voir le président, directeur général. Essayez même pas, il ne vous verra pas, il ne vous parlera pas. Mais dans des entreprises entre 50 et 150 personnes, vous pouvez entrer, appeler avant. Moi, je vais directement souvent. Et je rencontre des gens pour parler du marché caché et de mes participants. Parce que lorsque je contacte certains employeurs, moi, c'est pas dans un nuage. J'ai des gens que je veux placer, là. J'ai des participants qui sont prêts, mais qui sont prêts pour l'emploi. Donc, juste pour finir cette question-là, comme vous pouvez voir, ça me fascine beaucoup, hein? Le marché caché de l'emploi. Ça m'amuse beaucoup aussi. C'est que les gens sont beaucoup plus réceptifs que l'on pense pour rencontrer des candidats potentiels qui sont disponibles. Lorsque je rentre dans une entreprise directement, puis que la personne me demande qu'est-ce que je peux faire pour toi, moi, je renverse ça. C'est qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi? Parce que j'ai des candidats présentement. Ça les fait rire un peu, là, mais au fond, il y a quand même coopération du côté employeur et coopération de moins que de bons candidats. Est-ce qu'on a Alors, le temps pour d'autres je vous- questions, monsieur Derry? oui, je vous mets juste juste pour vous dire, il reste 4 minutes avant qu'on termine la présentation, parce qu'on a une autre présentation à faire là, tout de suite après en anglais. Donc, j'invite les gens, est-ce que vous avez d'autres questions? Soyez très à l'aise de la poser. Ça peut être utile pour les autres aussi. Non? Donc, Je- s'il y a pas d'autres questions, peut-être, M. Valiquette, voulez-vous peut-être compléter? Oui, oui, rapidement, il reste 3 minutes, là. OK, donc, première étape, contact pour l'évaluation, connaissance de nos programmes et le mot-clé, décision. Donc, il n'y a pas d'engagement à venir nous voir. Donc, après l'entrevue d'évaluation, c'est votre choix de participer ou non. Je dirais que notre taux de succès est probablement à 95 mais que les gens s'engagent dans nos programmes, que j'ai parlé brièvement. Pour avoir une évaluation, vous nous contactez, soit téléphone ou sur notre site Internet.
Je dirais que la période d'attente est à peu près 3 semaines. Donc, si vous nous contactez aujourd'hui, il y a possibilité qu'on puisse vous voir dans à peu près 3 semaines pour cette première session d'évaluation. L'évaluation, c'est quand même intéressant parce qu'on ne va pas nécessairement seulement sur le superficiel. On veut vraiment voir le côté compétences transférables, surtout si vous pensez avoir comme un emploi dans un autre domaine professionnel. C'est comme j'ai mentionné tantôt, la plupart des retraités fédéraux que j'ai vus m'ont dit très clairement, je veux changer de domaine. Je ne veux pas faire le même emploi que moi j'ai fait pendant 30 ans ou 35 ans, là. Donc, c'est quand même intéressant, c'est quand même validant. Puis normalement, les gens sont validés sur leurs compétences. Ils pensent qu'ils n'ont pas tellement de compétences. À la fin de notre entrevue, ils vont réaliser que oui, qu'ils ont acquis beaucoup de compétences comme fonctionnaires fédéraux. Je pense qu'on va terminer. Alors, dans le chat, pour ceux qui viennent de d'autres régions que l'Outaouais, vous pouvez cliquer dans le chat. Là, vous avez un lien qui montre à quel endroit là, vous pouvez obtenir de l'aide de cette nature là, dans les autres régions du Québec. J'en profite pour vous demander de vous ne pas quitter si vous êtes pour quitter, de cliquer sur le lien dans le chat là, pour faire l'évaluation de la présentation. Peut-être, Liane, tu pourrais le remettre une dernière fois. Et puis, merci beaucoup, M. Valiquette, pour ces intéressantes informations sur le marché de l'emploi. Pour c'est pas les aînés, hein? On dit les Les travailleurs. travailleurs expérimentés. Faites attention à vous, là. Il faut plus dire le mot aîné, là. C'est dangereux. Très bien. Donc, Merci beaucoup, hein. Nous sommes des travailleurs expérimentés. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre participation, monsieur. Merci, monsieur Valiquette. Et puis, Merci. pour les gens du Québec, de l'Outaouais, vous pouvez contacter la Relance pour plus d'informations. Et les autres régions du Québec, bien, il y a également d'autres organismes dans votre région pour vous supporter là, dans une recherche d'emploi. Alors,